Elles squattent les endroits les plus fréquentés de la capitale dès le lever du jour et sollicitent les passants, principalement les touristes insouciants. Ce sont des groupes de filles, en majorité originaires des pays de l'Est. Pour vous aborder, elles vous alpaguent avec de fausses pétitions pour aider les enfants malades ou encore les sourds et muets. Leur objectif, vous apitoyer pour vous alléger de quelques billets. C'est pour les handicapés. Signez, s'il vous plaît. Pour les handicapés, pour les enfants. Ils sont en Bosnie. Des symboles évoquant le handicap ou des noms d'associations qui n'existent pas, mais pour lesquelles elles demandent de l'argent bien réel. Il faut donner. De l'argent canadien, anglais, ce que vous voulez. Il faut donner. 1 euro, s'il vous plaît. Nous nous éloignons. Quelques minutes plus tard, une touriste japonaise, qui a elle aussi refusé de donner, va se faire violemment chahuter. Derrière l'opéra, les grands magasins ont même embauché des vigiles, spécialement pour les chasser. Oui, bien sûr, parce qu'ils embêtent les clients. Ouais. En fait, ils font la manche et ils volent en même temps. Voilà. La dernière fois, il y avait tous appliqué 6 000 euros ici. Ouais. Ils font semblant ici, 6 000 euros. Certaines de ces pétitionnaires seraient donc aussi des pickpockets. Leur fausse pétition ne serait qu'un subterfuge pour détourner l'attention des passants et mieux arracher leur portefeuille ou leur portable. Nous sommes allés à la rencontre d'un de ces groupes, présents ici tous les jours. Comment vous avez eu l'idée de faire les pétitions? Nous, on est là depuis 6 mois. C'est le bouche à oreille. C'est d'autres filles qui nous ont appris. On se fait 3, 4, 5 euros. Oui, mais qu'est-ce que devient l'argent? C'est juste pour manger. C'est pour les bébés. L'argent, c'est pour mes enfants, c'est tout. Aucun centime n'est reversé à la moindre association. Pour inciter à donner, elles ont une petite ruse. Viens, je te montre la pétition. On écrit en anglais. On écrit les montants, là. Comme ça, les gens donnent plus. Faire croire que d'autres ont donné pour culpabiliser les passants. Une ruse facile mais efficace. Ils sont encore nombreux à se faire avoir. Coupables d'escroquerie à la charité, les fausses pétitionnaires sont surtout des as du vol à l'arraché. Une unité de police a spécialement été créée pour lutter contre ce phénomène, la MTS. En binôme, ces policiers sillonnent les quartiers touristiques et les abords des grands magasins. Leur rôle, suivre à la trace les groupes de pétitionnaires et se familiariser avec leurs habitudes pour les prendre plus tard, en flagrant délit. Mais leur priorité, c'est surtout de montrer leur présence pour les décourager ou les faire fuir. Nous sommes samedi, jour d'affluence. Cet après-midi, nous allons croiser de nombreux groupes. Il ne leur faut que quelques secondes pour les repérer et les identifier. Là, il y en a 4. Là, elles vont au niveau du métro. Elles écrivent les sommes et puis voilà. Elles vont se mettre sur leur lieu de prédilection, voilà. Sortie Louvre. Alors que les jeunes filles se mettent en place, ils repèrent un autre binôme. Là, vous en avez, là. À seulement 10 mètres de nous. Hop là. Par ici, viens là, mets-toi là, hop là, voilà. C'est quoi ça? C'est la police, madame. Toi, la police? Oui, tiens, donne ça, balance ça par terre. Tu veux voir ça? C'est bon? C'est bon. C'est bon? Bah alors, pourquoi tu discutes? Les victimes ne portent quasiment jamais plainte. Alors, pour perturber leur activité, les policiers n'ont qu'une solution, détruire leur matériel. Ça les fatigue, il va falloir qu'ils recommencent à faire une copie et qu'ils aillent un petit peu voir ailleurs. Et on prend le stylo. Voilà. Pour interpeller les fausses pétitionnaires, les policiers doivent les prendre la main dans le sac. Le flagrant délit, c'est la spécialité des équipes de la BAC. Ce matin, dans le 1er arrondissement de Paris, 2 groupes en civil travaillent en parallèle, ceux de Jeff et Christophe. Nous accompagnons celui de Jeff en caméra cachée. Ah, il y a 3 ou 4 là-bas en face. Depuis une demi-heure, Jeff observe un groupe de filles bien connues de leur service. Là, il y a 4 petites pétitionnaires qui sont également des voleuses, des tireuses, ce qu'on appelle. La musculasse, c'est généralement celle-là. Policiers et voleuses jouent tous les jours au chat et à la souris. Si Jeff les reconnaît facilement, elles peuvent aussi le repérer et compromettre la mission. Quelques instants plus tard, nous tombons justement nez à nez avec l'une d'elles. On va aller faire un tour là.
Pour se faire oublier, Jeff nous entraîne dans un magasin et va même nous faire jouer les couples en pleine séance de shopping. Alors. Parce que là, regarde, écoute. C'est bien ça. Pas le temps de parler chiffon. Dehors, le groupe serait en train de passer à l'action. Ça bosse à fond, ça bosse à fond. Ça va bosser à fond, là. Je te laisse. Jeff se précipite dehors. En quelques secondes, les filles se sont regroupées autour des touristes et tentent de leur voler leur portefeuille. Putain, ça a même pas réussi, apparemment ça nous regarde. À quelques centaines de mètres, Christophe a eu plus de chance. Il vient d'interpeller une mère et sa fille en flagrant délit. Ils ont pris des vêtements, se sont fait passer en fait pour des clientes et elles ont ouvert le sac de la victime, elles ont récupéré en fait le portefeuille de cette dernière et puis on les a interpellés à la sortie. En fait. La victime est une touriste brésilienne. Dans son portefeuille, une liasse de billets sûrement fraîchement sortis du distributeur. Ça bosse uniquement en fait dans les magasins, ça fait des vols à la tire en fait uniquement dans les magasins. Les deux femmes sont placées en garde à vue. En France, l'escroquerie à la charité peut coûter très cher, jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Mais ces jeunes filles qui font appel à votre bon cœur pour vous escroquer ne sont pas les seules à exploiter le filon du business de la charité. Solliciter la générosité des particuliers, une nécessité pour les vraies associations caritatives. Pour mener à bien leur mission, elles ont besoin de votre argent coûte que coûte, quitte à utiliser parfois des méthodes bien éloignées des valeurs qu'elles défendent. Les chômeurs, t'as les acétiques, non? Alors, sur tes 1000 € d'acétique, est-ce que 12 € ça va te tuer? Dons d'argent, mais aussi dons en nature. Nous déposons 150 000 tonnes de vêtements dans des bennes aux couleurs d'ONG célèbres. Mais que deviennent nos chemises et pantalons? Nous les avons suivis à la trace. Leur destination finale risque bien de vous surprendre. On tombe sur des pièces exceptionnelles, oui. Ça vaut combien, ça? 2000. La charité est aussi le gagne-pain de certains escrocs. Ils se cachent derrière des masques de bienfaiteurs pour organiser de fausses collectes de vêtements. Eux aussi récoltent des dons, mais ils sont les seuls à en profiter. Moi, ça m'est arrivé que j'ai vendu pour 500 € là-bas. Quelles sont les nouvelles filières de l'humanitaire dont vous devez vous méfier? Révélation sur le business de la charité. Ça ne me regarde pas. Place de la République ou place d'Italie. Du matin au soir, ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris. Vous les avez sûrement déjà vus. Ils portent des chasubles aux couleurs d'associations très connues. Ils vous abordent dans la rue de manière très sympathique. Julia. Moi, c'est... Pour vous accrocher, leur discours est bref et presque caricatural. En fait, on est une ONG de protection des animaux qui existe à peu près depuis 41 ans. Et combien de choses qu'on a protégé, c'est surtout le bébé phoques. Parce que avec cette belle petite fourrure blanche, ils se massacraient tout simplement pour faire des morts. Leur but, obtenir des dons. Logo ultra présent, emploi du on, tout laisse croire qu'il s'agit de bénévoles. Mais qu'en est-il vraiment? Notre enquête commence sur Internet. Nous découvrons que ces jeunes sont en réalité des recruteurs de donateurs. Un métier apparu il y a 10 ans. Et avec lui, une dizaine de sociétés spécialisées dans la chasse aux dons. Pratiquement toutes les grandes ONG font appel à leurs services. La Croix-Rouge, UNICEF, Amnesty International, Médecins du Monde ou encore Secours Populaire. Comment fonctionnent ces entreprises? Nous postulons auprès de la plus importante d'entre elles. 2 jours plus tard, nous avons rendez-vous dans un café parisien. L'entretien se veut informel. Le tutoiement est de mise. Déjà, Julia, bienvenue. Merci d'être venue en entretien ce matin. Bon, explique-moi un peu ton parcours, ce que tu as fait comme études, ce que je suis très curieux en fait. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous jouons sur la fibre humanitaire qui nous semble correspondre aux attentes d'une telle société. Là, je cherche du boulot, je me suis dit, bon, travailler aussi pour une ONG, c'est de l'argent qui va à une association, et c'est ça qui m'intéressait. Mais apparemment, nous n'avons pas bien compris le principe. Alors, ça va quand même, faut bien expliquer, c'est une boîte de prestations. Ok. D'accord, notre but, c'est aussi de facturer des heures de euros aux assos. Normal, tu vois. Le but, c'est aussi de trouver des donateurs, maximum de donateurs. Qu'est-ce que tu sais du métier de recruteur donateur?
Il faut quand même convaincre les gens. Alors Julie, excuse-moi, en fait notre but c'est pas de convaincre les gens. Ouais. On n'est pas là pour convaincre. Ouais. Le but c'est de parler avec un maximum de gens dans la rue. Convaincre quelqu'un, ça voudrait dire tu essaies de convaincre que la cause elle est importante. D'accord. On est pas là-dedans. On est là pour trouver des gens convaincus. Ouais. Le message est clair. Nous ne sommes pas là pour défendre l'association, mais pour récolter des dons. L'entretien prend fin. Le soir même, nous recevons un simple SMS. Notre discours engagé n'a pas convaincu. Ces entreprises cherchent apparemment des profils plus commerciaux. Nous corrigeons notre CV et postulons dans une société concurrente. Encore une fois, l'entretien a lieu dans un café. Les candidats sont reçus à la chaîne. Notre tour arrive, le discours va être encore plus direct. Et de l'argent, nous devons en trouver beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une journée où on n'a vraiment pas de bol Des objectifs chiffrés, une pression permanente de nos employeurs. Nous sommes très loin de l'image du monde caritatif. Quelques minutes plus tard, 2 autres membres de l'entreprise vont nous faire passer un test pratique. Une manière de s'assurer de notre bonne volonté. Alors, est-ce que tu as peur de Nous sommes poussés dans la rue avec une chasuble de l'ONG, sans aucune consigne. Excusez-moi, vous connaissez le papier? Je vous invite à vous rendre votre site. Ok. Bonjour madame, vous connaissez la clinique? Bonjour. Bonjour messieurs, vous connaissez la clinique? Je vous invite à aller sur le site internet. Ok. Bonne journée. Au bout de 5 minutes, C'est bon? Ok, ça va là? l'un des recruteurs met fin au test et nous promet une réponse rapide. Ces pratiques, Sylvie Brunel les connaît bien. Après 15 ans dans l'humanitaire à des postes de direction, elle a un jour tout quitté. Depuis, elle dénonce le business qui entoure les grosses ONG et leur manque de transparence. Il y a quand même un mensonge. Le mensonge, c'est que le donateur pense qu'il a affaire aux membres d'une ONG alors que c'est un job d'étudiant payé, mené par une entreprise dont c'est le job. Donc il y a des intermédiaires, l'intermédiaire des salaires aux étudiants, l'intermédiaire des salaires à cette entreprise. Et on a le sentiment que ce professionnalisme s'est accompagné d'une certaine déshumanisation. C'est-à-dire que la collecte de fonds, le marketing sont devenus presque plus importants que les missions sur le terrain. Et ça, je ne suis pas sûre que le donateur soit bien conscient de ce cas de figure quand il donne à une ONG. D'autant que ces campagnes coûtent très cher aux associations. Elles sont facturées en moyenne 80 000 €. Et c'est le donateur qui paye. Pendant environ 10 mois, l'argent qu'il verse sert exclusivement à rembourser la campagne. Ce n'est qu'après cette période qu'il finance enfin les missions de terrain. Une dérive marchande à laquelle nous allons être très vite confrontés. Cette fois, nous avons été embauchés par l'entreprise de recruteurs de donateurs. Nous avons rendez-vous pour une formation au centre de Paris. Tous les candidats ont entre 20 et 30 ans. Bonjour. Vous attendez pour... Voilà, c'est ça. Notre première mission doit durer 6 semaines. Notre salaire, 10 € de l'heure, un peu plus que le SMIC. La formation a lieu dans les locaux de l'association, en présence d'un de ses membres. Après une brève présentation, c'est le formateur de l'entreprise qui va prendre la parole et entrer dans le vif du sujet. Juste, je veux que vous mettiez dans la tête que c'est un boulot. On donne votre chance, ça vous doit saisir. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes en période d'essai. Ok, moi je suis déjà motivé à faire des gens pour les parents.
Pour garder notre travail, nous avons intérêt à être efficaces très vite. Et pour cela, l'entreprise a mis au point une stratégie à laquelle elle a même donné un nom. Le principe, c'est quoi? C'est tout seul. On arrête les gens dans l'enregistrement, les gens de l'argent, tous les mois. Le plus longtemps possible, par prélèvement automatique. Retenez bien la phrase que je dis. Chez nous, celle-là, ça s'appelle la bombe. Donc, commencez à la prendre par terre. La bombe, la phrase clé de la formation. Pour être sûr que nous la retenions, elle va nous être martelée toute la journée. Et notre formateur va nous apprendre à bien la placer. Vous allez voir quand vous allez regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire c'est une forme de ton choix, tous les mois, le plus longtemps possible. Seulement toi, est-ce que tu peux le faire? Ça y est, c'est stabilisé. Et je mets la 100% sur 100%. Plus vite tu vas demander à quelqu'un s'il peut donner de l'argent à une association, plus vite tu vas savoir s'il va rester avec toi. Lui, il s'est arrêté 2 minutes pour se faire plaisir à la base à toi. Mais il ne peut pas s'arrêter un quart d'heure, tu le racontes plus immédiatement. Déstabiliser la personne, ne pas trop parler de l'association, des techniques agressives pour pousser les passants à être le plus généreux possible. Et finalement, c'est un minimum. Le minimum, c'est le maximum que tu peux donner. Voilà, qu'est-ce que je réponds, moi? C'est le minimum. Il sort de votre bouche, vous, c'est 12. Une personne qui vous dit, je vais donner 7 euros. Tu la regardes, tu dis, je ne sais pas si c'est possible. Votre objectif par vous, c'est minimum 12 euros de don moyen. Une somme qui ne repose sur rien, car il n'existe aucun minimum légal pour un don. Ces 12 euros par mois correspondraient à un accord tacite entre l'ONG et le prestataire. Un montant à partir duquel la campagne deviendrait rentable dans un délai raisonnable. Pour obtenir ces 12 euros, le formateur a là encore une technique bien à lui. Je regarde la personne et je lui demande comme si je lui demandais son nom, son prénom. Parce que tout à l'heure, je lui fais que ça. C'est pas ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance. Vous voyez ça? C'est tac, 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 tac. Ça, là, c'est la Kalachnikov. Donc, tu es là. Je la regarde dans les yeux, c'est selon ta voix, et je me mets comme si j'attendais que tu me réponds. Tu vois, normal. C'est pas je te regarde et non, je suis prêt à écrire. La personne va se voir ta femme et dire bon, LCL, ok. L'adresse exacte, tu regardes ton compte. La personne me regarde, quoi, il faut l'adresse, il faut les coordonnées, tu les as, tu les connais, non? Tu vas sur tes comptes sur Internet. Et là, je l'embobine. Et là, je lui rentre dans le cerveau. La personne, elle ne sait pas, mais moi, je sais que dans 2 minutes, on est à table quand ça arrive. Qu'elle veuille pas. Forcer la main à un donateur potentiel en le menant jusqu'à un guichet de banque. Une méthode pas très éthique. Notre formation théorique touche à sa fin. Dès le lendemain, nous passons à la pratique. Nous allons opérer à Cergy, en banlieue parisienne. Une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Les recruteurs de dons quadrillent la France entière. Pour ne pas se marcher sur les pieds, ils se partagent les lieux de collecte. Et apparemment aujourd'hui, nous avons de la chance. Cergy, c'est un meilleur choix. Beaucoup mieux que là. Pourquoi? Parce que les gens ils ont moins l'habitude d'être sollicités, tu vois. Franchement, ici, c'est un bête de pote. Et ce spot, nous allons littéralement l'occuper. En tout, nous sommes 10 recruteurs de dons postés à la sortie du RER. Les gars, vous mettez des kawaii? Ouais. Nous enfilons notre chasuble au nom de l'ONG. À nos côtés, un recruteur expérimenté va nous donner l'exemple. Avec lui, nous comprenons vite que le secret de la réussite consiste à avoir une attitude amicale presque familière, mais surtout sans aucun temps mort. En fait, le truc, c'est que c'est toi qui dois aller à leur rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, la zone que je délimite, je sais pas, je peux à ce poteau-là, et tu me dis, là, ton spot, là, c'est sur les tongs, bam, 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 et toutes les personnes qui vont y aller, c'est toi qui vas devant en lui disant salut, 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 salut. Ah, toi, tu t'arrêtes? Non, ok, bonne journée. Tu t'arrêtes? Ok, non, bonne journée. La consigne, aborder 1000 personnes par jour pour multiplier nos chances. Selon eux, ce serait même mathématique. Sur 100 personnes qui vont passer, t'en as 20 qui vont s'arrêter. Sur les 20 qui vont s'arrêter, t'en as 2 qui vont qui vont te dire oui, je peux le faire. Et sur les 2, t'en as un seul véritablement qui va le faire. Je veux dire, tu sais tout maintenant, allez peu. Nous nous jetons à l'eau. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Ah, bonne journée. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Derrière nous, Jean-Paul, notre chef d'équipe, nous surveille de très près. Non mais j'y vais, hein. Bonjour monsieur. Et nous allons vite comprendre pourquoi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est marrant.
Nous accrochons notre premier passant. Nous lui parlons de l'association pour laquelle nous récoltons des dons. On a quand même les enfants armés, qui sont armés en Centrafrique, qui étaient au Mali, la crise institutionnelle au Sahel. Du blabla inutile selon Jean-Paul, qui va immédiatement intervenir et reprendre la main. Comment tu t'appelles? Lui va aller droit au but. C'est toi, moi, tu fais quoi avec 12 €? Bon, bah, ouais. Est-ce que toi, finalement, 12 € ça te paraît une somme énorme? Est-ce qu'une fois par mois, tu peux faire ça? Derrière, tu sauves des vies, tu vois. Et pour séduire le passant, il lui assène une avalanche d'arguments. Derrière, il y a l'État en fin d'année. Tu reçois un reçu fiscal dans ta boîte aux lettres de notre part, tu vois. Et le trésor public, il te rembourse les 3/4 de tes dons. Sur 12 € tu ne mets que 3 € de ta poche. Mais le jeune homme est étudiant. Il n'a pas les moyens de donner. Jean-Paul va tenter de le culpabiliser. Ça peut faire quoi? Qui te bloque, dis-moi. T'as envie de réfléchir, t'as pas envie de m'engager, t'as pas envie de t'engager, t'as pas envie de donner, quoi. Ok, c'est-moi, bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir. Ça te paraît difficile? Ben ouais, parce que le pauvre, c'était... Faut pas se mettre à leur place. Faut se mettre à ta place, toi, tu vois, dans le putain, t'attends la place. Si tu te mets à la place de la personne, c'est bon. Nos états d'âme semblent peu compatibles avec notre travail. Et Jean-Paul va encore plus loin. Ah mais là, je suis tombée sur des chômeurs 2-3 fois qui m'ont dit que je peux pas donner. Les chômeurs, t'as les acédiques, non? Alors, sur tes 1000 € d'acédique, parce que 12 € ça va te tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va venir petit à petit. Ouais, je peux essayer. Toi, tu vas essayer, tu vas le faire. Un encouragement aux allures d'avertissement. À la pause de 16 h, nous n'avons obtenu aucun bulletin. Le couperet tombe. Pourquoi? Tu peux m'expliquer ou pas? Alors, donc, je t'ai vu bosser. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que bon, ça convient pas. En gros, on attendait que tu fasses une signature. C'est notre premier jour et nous sommes encore en période d'essai. Pourtant, nous sommes déjà licenciés. Et nous ne serons pas une exception. À la fin de la semaine, un seul nouveau recruteur de donateurs verra son embauche confirmée. Une attitude pas très charitable pour une entreprise arborant les couleurs des grandes ONG. Pourtant, tous les responsables des associations que nous avons interrogés assument avoir recours à ces collectes musclées. Elles seraient le moyen le plus efficace de récolter des dons. La collecte de rue, elle permet d'avoir des donateurs réguliers. Donc c'est vrai que c'est plus fastidieux, c'est plus cher. Mais en revanche, les donateurs qui sont engagés sont vraiment engagés sur la durée. Comme toute forme d'investissement, il y a un coût et c'est un peu plus long à rentabiliser que d'autres formes. Envoyer du courrier, envoyer des messages téléphoniques ou faire une opération de sensibilisation, ça coûte de l'argent. Ça coûte tout simplement de l'argent. Donc si quelqu'un a la bonne équation pour dire vous arrivez à informer quelqu'un sans dépenser de sous, on est preneur. En attendant que soit inventée la formule magique, les recruteurs de dons battent toujours le pavé. Pour éviter que votre bonté ne vous joue des tours, mieux vaut donc bien vérifier à qui vous donnez. Plutôt que de verser de l'argent, de nombreux Français privilégient ainsi les dons en nature. Une démarche plus concrète et donc a priori moins risquée. Mais là encore, les bénéficiaires ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Nous sommes à Paris, chez Mona. Aujourd'hui, elle a décidé d'alléger ses placards. Comme 48% des Français, la jeune étudiante donne un sac de vêtements tous les ans. En général, ce sont des vêtements que moi, j'ai trop mis pendant un certain moment et que je ne mets plus forcément. Ça me permet de vider mes étagères, parce que j'aime bien me racheter des vêtements. Et comme ça, les plus démunis peuvent aussi profiter de vêtements encore utilisables. Par respect pour les plus démunis, Mona sélectionne uniquement des vêtements en bon état. Puis elle les dépose tout simplement dans une benne près de chez elle, qui affiche le logo d'une célèbre association. Pour moi, c'est une garantie que mes vêtements vont être donnés aux personnes qui en ont besoin, donc que l'association va les redonner. Mais ce à quoi Mona n'a pas prêté attention, c'est que ces bennes aux couleurs de grandes associations sont gérées par des entreprises privées. En effet, en France,
150 000 tonnes de vêtements sont collectées chaque année. Une quantité astronomique qui réclame une logistique très lourde et coûteuse que les ONG ne peuvent supporter. Résultat, seuls 3% sont donnés aux plus démunis. La gestion des 97% restants est confiée à des sociétés spécialisées. Des sociétés de plus en plus nombreuses car le business est très rentable. Aujourd'hui, une tonne de vêtements se vend en moyenne 400 €, 5 fois plus qu'il y a 6 ans. Si l'entreprise Le Relais permet la réinsertion de personnes en situation d'exclusion, d'autres sont à but exclusivement lucratif. Parmi elles, Ecotextile ou encore Veteco. Mais que font-ils de nos vêtements donnés? Nous avons voulu suivre leur trajet. Le secret est bien gardé. Une seule entreprise a accepté de jouer le jeu en nous ouvrant ses portes. Son siège est situé en banlieue parisienne. Alors Stéphane, pour ta liste de lundi. Donc voilà ta tournée. Stéphane et ses collègues commencent leur journée. Tous les jours, 8 camions de cette entreprise sillonnent l'Île-de-France. Chacun réalise une vingtaine d'arrêts et ramasse 2 tonnes de vêtements. Une partie est récupérée directement dans les locaux des associations. Mais 75% proviennent des bennes. Comme celle-ci, où Mona pensait donner directement à une ONG. Là, c'est à déborder. Il y a beaucoup, parce que comme il y a le week-end, c'est là que les gens y mettent beaucoup. Avec là-bas, ça fait à peu près, allez, 4 sacs, là. 4 sacs pleins. Les tournées terminées, les sacs sont stockés au dépôt de l'entreprise. Au total, plus de 500 tonnes de vêtements chaque mois. Mais que deviennent-ils ensuite? En réalité, ils sont expédiés à un centre de tri pour être ensuite vendus. Un tiers à des centres de recyclage, les 2 tiers restants à des grossistes du monde entier, y compris français. 11 000 tonnes atterrissent ainsi dans des friperies que vous fréquentez peut-être. Nous poursuivons notre enquête et contactons plusieurs fripiers. Aucun n'accepte de nous recevoir. Pour pénétrer dans l'entrepôt de l'un des plus gros d'entre eux, nous endossons alors le rôle d'acheteur potentiel. Nous sommes accueillis par un des employés pour faire le tour du propriétaire. Suivez-moi, on va voir comment ça fonctionne. Ah, super, super. Nous découvrons un entrepôt de 20 000 mètres carrés, très organisé. Dans un dédale de couloirs, des étagères débordent de sacs achetés à différents centres de tri. Vous comptez, on reçoit 20 tonnes par semaine, ça fait 80 tonnes. Alors le mois, c'est l'étage, je sais pas, ça... Dis-moi, je suis content. Ici sont stockés 800 tonnes de vêtements, tous issus de nos placards. Mais pas n'importe lesquels. Le fripier n'achète que la crème d'entre eux. Il y a tout, il y a du jean 501, on fait aussi des t-shirts à Abercrombie, il y a des petites balles de Ralph Lauren en chemise. Il y a un petit peu de tout. Les couches, c'est comme ça. Et là, c'est pour trouver, c'est nickel. Ah, c'est nickel. Mais ça, du coup, c'est des produits neufs ou déjà portés? Non, c'est déjà porté. Déjà porté. Ces habits presque neufs sont triés par marque ou par tendance avant d'être acheminés dans des friperies branchées. Un empire qui appartient en partie à cet homme. Son business est basé sur la revente de vêtements donnés, notamment dans les bennes qui portent le nom des associations. Mais pour lui, rien d'anormal, car il va nous révéler une information étonnante sur ces fameuses bennes. Ces associations ont loué leur nom à ce qu'on appelle des collecteurs. Et donc justement, c'est des gens qui possèdent les bacs. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont trop de vêtements, ils en récupèrent trop. Pour ces associations, c'est beaucoup plus intéressant de dire, ok, on vous loue votre nom, et puis vous allez, par bac, vous allez vous donner 200 ou 300 euros par mois ou par semaine, peu importe le loyer qu'ils ont convenu. Donc parfois, ils voient même pas la couleur du vêtement, en fait. Ah mais ils la voient même pas du tout. Sur beaucoup de vêtements, ils n'en voient pas la couleur. Ils veulent même pas en voir la couleur. Une très bonne affaire en comparaison à l'argent considérable que le business génère. Mais ici, pas question d'aborder la question de la marge. Combien vous achetez au kilo et combien vous vendez au kilo?
Je vous dirai pas comment j'achète au kilo, parce que ça ne me regarde pas. Bah après, il y a tout le prix, etc. Donc ça, tout ça, j'imagine, est absorbé dès le départ. Combien vous achetez? On n'est pas venu pour rien. Combien moi j'achète mon produit, c'est mon problème. C'est-à-dire, je peux très bien l'acheter 4 € du kilo, 10 € du kilo, 20 € du kilo. Si j'ai un marché derrière qui me permet de le vendre 2 fois, 1 fois et demi plus, et que mes frais me permettent de générer cette marge-là, il n'y a pas de problème. Et nous allons découvrir que ce marché de la revente existe bel et bien et qu'il est très lucratif. D'autant plus que le grossiste n'a pas d'intermédiaire. La majeure partie des vêtements qu'il achète est revendue dans ses propres magasins. Paris, nous sommes dans le quartier Montorgueil, le temple de la fripe à la mode. Allez, au travail. Pour Alexandre, c'est jour de livraison. Bonjour. Il dirige un magasin de fripe. Pour nous, ça là? Toutes les semaines, il reçoit une sélection de vêtements envoyés directement de l'entrepôt. On en a 50 aujourd'hui, on risque d'en avoir 50 jeudi. À l'intérieur des cartons, les pièces sont déjà mises sur cintre et même étiquetées. Car pour maîtriser sa marge, le fripier fixe lui-même les prix de vente. Alexandre n'a plus qu'à les mettre en rayon. Alors, ça c'est une belle pièce. Femme, qui va se vendre très vite. Ça coûte combien du coup? 72 €. Il y a encore quelques jours, cette veste vendue 72 € a été donnée par un particulier. Tout comme ces foulards de luxe, affichés 220 €. Ces jeans tendance à 650 €. Ou encore, ce manteau en fourrure à 1 300 €. Il y a des collectionneurs qui payent des prix très forts par rapport à des pièces qui sont très recherchées par rapport aux époques. Comme dans les foulards, on a les foulards Hermès qu'on arrive à trouver, du Dior, du Saint-Laurent, du Courrèges. Et là, on tombe sur des pièces exceptionnelles, oui. Des pièces rares que les particuliers ont parfois données dans des situations dramatiques. Les familles, quand certaines personnes décèdent, ils ne savent pas quoi faire, donc soit ils donnent, et des fois on trouve aussi des perles, et voilà quoi. Donc ça c'est Hermès suédoise ou russe. Ça vaut combien ça? 2000. 2000 € pour un manteau donné. Une marge considérable qu'Alexandre trouve parfaitement justifiable. Il y a tout un système, en fin de compte, ils sont donnés. Après, il faut aller les chercher, il faut que ça vienne. Ça ne vient pas tout seul. On paye des gens, on paye des transporteurs, on paye de l'essence, on paye plein de choses. Et après, en plus, nous, on les nettoie, on les trie. Il faut les re-retrier. Il faut payer aussi des gens. Donc, on leur sert tout sur un plateau. Le seul truc, c'est qu'ils disent que c'est cher, mais en fin de compte, non. Le problème, c'est que Mona ne savait pas que les vêtements qu'elle pensait donner à une association pouvaient être revendus très cher et surtout en bas de chez elle. Un flou entretenu par tous les acteurs du secteur pour inciter les gens à donner toujours plus. Et ça marche. Chaque année, le nombre de tonnes de vêtements donnés par les Français augmente. Une manne qui attire toujours plus d'entrepreneurs, dont certains qui exploitent les failles du système. Des particuliers se sont ainsi greffés au business de manière parfaitement illégitime. Montauban, dans le sud de la France. Il y a une semaine, Angélique et ses voisins ont reçu un tract les informant qu'une collecte de vêtements allait avoir lieu. Bien. Il y avait plein de sacs poubelles. Alors vous en aviez, je crois, 7 maisons. Et vous en aviez surtout à la grande maison là-bas où il y a la voiture rouge. Et là, ils avaient laissé un tapis, 2-3 sacs poubelles. Dans cette rue, il devait bien y avoir une bonne dizaine de sacs poubelles à peu près. Un élan de générosité déclenché par un tract simple mais efficace. C'est un tract sur une association, des œuvres caritatives, j'en sais pas plus. J'ai pas cherché après à savoir qui ils étaient, si c'était vrai, si c'était pas vrai. J'ai vu démunis, voilà, les plus démunis. Et ça m'a parlé, j'ai dit ouais, c'est vrai que j'ai plein de vêtements que j'utilise pas, autant donner à des gens qui en ont besoin. Mais 2 jours plus tard, Angélique apprend dans le journal qu'il s'agissait d'une collecte sauvage, certainement organisée par un individu peu scrupuleux. Une information difficile à digérer.
Ça fait appel à nos sentiments, à nos sentiments. C'est le côté humain, le cœur. Et puis, c'est écœurant que ces gens-là profitent de nous. Si comme Angélique, ils ont été nombreux à donner, c'est parce que les personnes à l'origine de ces collectes savent y faire. Sur leur tract, les mots sont toujours bien choisis. Tout laisse penser qu'il s'agit d'associations caritatives, prêtes à tout pour venir en aide aux plus démunis. Quelques jours plus tard, à l'autre bout de la ville, nous repérons des sacs remplis de vêtements, sur lesquels est scotché le même tract. Nous décidons d'attendre dans la rue. Soudain, une camionnette fait irruption. Au volant, un jeune homme seul qui charge les sacs un à un. Nous observons son manège. Il va ainsi sillonner tout le quartier. Après un quart d'heure, nous l'abordons pour l'interroger. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est pour qui? Et aujourd'hui, sa récolte semble plutôt bonne. Il y en a pas mal, hein? C'est tout le temps. Aujourd'hui, il y en a pas mal. C'est tout le temps comme ça? Non, c'est pas tout le temps. Ouais, tu ramasses une dizaine. Car sur ce secteur, il y aurait même une concurrence entre plusieurs organismes de collecte sauvage. S'ils ont passé avant, tu fais une ville et tu ramasses rien du tout. Nous lui demandons alors ce que deviennent tous ces vêtements. Et vous les vendez après, les vêtements? Vous les donnez? Moi, je sais pas le patron. Et vous savez pas ce qu'ils font des vêtements après? Je sais pas du tout. Gêné, l'homme fait mine de ne rien savoir et met fin à notre échange. Qui se cache derrière cet organisme? Sur le tract figure un numéro de SIRET. Il permet d'identifier une entreprise sur le registre du commerce. Celui-ci a bien été attribué en mars 2013. Mais ce qui semblait être une association est en réalité une SARL. Une société à but lucratif qui fait de la vente en gros de vêtements. Son siège est situé à Strasbourg. Première surprise, l'entreprise est domiciliée dans un immeuble d'habitation. Son nom est affiché sur une boîte aux lettres. Nous sonnons à l'interphone. Nous n'obtiendrons aucune réponse. Et des entreprises comme celle-là, il en existerait une dizaine en France, principalement installées ici à Strasbourg. Pas de locaux, un capital de départ d'1 euro. Toutes présentent le minimum d'existence légale pour se lancer dans le business, sans être hors la loi. Qui se cache derrière ces sociétés obscures? La plupart de leurs gérants seraient géorgiens. Après plusieurs semaines de négociations, l'un d'eux accepte de nous rencontrer. Il nous conduit à son entrepôt, un simple garage à la sortie de la ville. Il a 30 ans et dit s'être lancé dans la collecte sauvage de vêtements il y a 6 mois. Voilà. Ah oui, quand même, il y a beaucoup là. 13 quoi? 13 tonnes? Voilà, à peu près. C'est en combien de temps ça? 2 mois. 2 mois? Et ça part quand ça? Il faut que ça dépasse 15 tonnes. Tous ces vêtements sont issus de collectes sauvages comme celle de Montauban. L'homme les vend directement à des centres de tri. Mais il ne souhaite pas parler de son business ici. Il nous emmène dans un café au centre de Strasbourg. Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Il y a des amis qui faisaient aussi, voilà, j'avais pas de savoir. Tout le monde connaît comment ça marche et il faut pas de l'argent. Tu achètes un peu de camion, voilà. Les entreprises auxquelles il revend les vêtements sont situées en Europe de l'Est, en Tunisie et même en France. Et certains clients sont très généreux. Moi, ça m'est arrivé que j'ai vendu pour 500 € la tonne. Ça, j'ai vendu au Belgique, voilà. 500 € la tonne de vêtements que les particuliers pensent donner aux plus démunis. Une tromperie qui n'a pas l'air de l'embarrasser. Les gens, ils pensent quand même donner à une association. Ils pensent, mais ils ont le droit de penser. Déjà,
Chez moi, c'est jamais écrit que c'est à l'association. Il y a le bureau serré. Et c'est là toute la subtilité du business. Laisser supposer qu'il s'agit de dons par des mots habituellement employés par des associations caritatives n'a rien d'interdit. Il y a illégal, c'est pas écrit, rien. Si j'ai pas le droit, pourquoi j'ai autorisation? J'ai eu plusieurs appels, contrôle, tout, mais personne m'a dit que j'ai pas plus tout le monde qui travaille comme ça. Impossible donc de mettre un terme à leur activité. Néanmoins, ce genre d'entreprise flirte parfois avec l'illégalité. En Indre-et-Loire, un couple pratiquant la collecte sauvage a ainsi été interpellé. Ils employaient 17 personnes au noir. Une arnaque à la charité beaucoup plus pernicieuse connaît un succès grandissant. Et en la matière, Internet reste le fournisseur haut débit de victimes. Via des spams envoyés sur nos boîtes mail, certains escrocs se disent gravement malades et sollicitent notre aide. Une aide financière, bien sûr. Mais désormais, ils ne se contentent pas de nous écrire de longues lettres. Ils sont partout, y compris là où on ne les attend pas, comme les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Leur technique, exploiter la sensibilité et la solitude des femmes. Ils volent leur cœur pour mieux leur voler leur argent. Christelle habite un petit appartement en banlieue parisienne. Salut. De provision. À 43 ans, elle compte encore sur son père pour remplir chaque semaine son réfrigérateur. Depuis l'arnaque, les semaines et les mois sont difficiles. Donc il m'apporte des courses. Car Christelle a récemment été ruinée par un escroc du net. Tout commence l'été dernier. Alors que ses deux filles sont absentes, cette mère célibataire s'inscrit sur un site de rencontre. Très vite, elle est séduite par un des membres. Alors sur ce site, j'ai pas passé très longtemps parce qu'après, il m'a vite dirigée sur Skype. Christelle va passer beaucoup de temps à dialoguer avec cet homme au physique très avantageux. Un Français d'origine italienne habitant La Rochelle et qui sait parler aux femmes. Il a des propos qui sont attirants, qui charment, il met en valeur et tout, donc voilà, comme ça fait tilt. C'est le coup de foudre. Ils échangent jour et nuit et s'envoient des centaines de textos. Jusqu'au jour où le Don Juan lui apprend qu'il est envoyé au Mali pour son travail. Là-bas, il va avoir un accident grave pour lequel il va réclamer son aide. On lui vole ses papiers et du coup, il commence à me réclamer là 1400 €. Chez moi, 1400 €, je les ai pas. Et ça commence comme ça. Donc après, il me demande juste 250 € déjà. Et là, je commence à faire le premier transfert. Plus les jours passent, plus elle multiplie les virements. Et plus l'amant virtuel devient gourmand. Désormais, il aurait heurté un enfant lors de l'accident et souhaite payer les soins. Un argument auquel Christelle est très sensible. Je pensais qu'il était sincère, quoi, que c'était pour soigner un enfant, pour sauver la vie d'un enfant. J'ai rien vu, j'ai rien entendu et je pense que j'étais dans le déni total, quoi. En tout, Christelle a envoyé 7 500 € en 2 mois à l'escroc. Escroc dont elle garde aujourd'hui encore un souvenir encombrant à quelques kilomètres. Pour crédibiliser sa démarche, financièrement désintéressée, mais sans doute surtout par simple cruauté, l'homme lui a fait acheter pour ses filles ce poney, promettant qu'il lui rembourserait une fois rentré en France. Ils savent très bien parler, ils savent très bien manipuler en parlant et c'est dingue parce que la preuve en est, quoi. Je me retrouve avec un poney que... Elle est très belle, ouais, mais bon. Incapable de priver ses filles du poney, elle doit en assumer l'entretien. Plus de 650 € par mois. Une situation absurde mais très lourde pour Christelle et ses proches. Il y a toujours cette colère et cette haine envers cet individu. Puis je m'en veux d'avoir causé beaucoup de tort, quoi, autour de moi, parce que ça fait causer quand même beaucoup de tort auprès de mes filles.
Et Christelle est loin d'être un cas isolé. L'arnaque dont elle a été victime est très répandue sur le net. Derrière les photos de son bel amant se cachait en fait un escroc professionnel, tel qu'il en existe des milliers. On les appelle les brouteurs. Ils font appel à votre sensibilité et votre générosité pour s'enrichir. Souvent installés en Afrique, rien qu'en Côte d'Ivoire, ils auraient soutiré 21 millions d'euros l'année dernière. Et si l'arnaque fonctionne toujours, c'est parce qu'elle est très bien ficelée. Pour comprendre leur stratégie, nous créons un profil de célibataire sur Internet. Très vite, un brouteur nous aborde. Il serait chef d'entreprise, porte un nom très prometteur et aurait lui aussi des origines italiennes. Pourtant, en réalisant une simple recherche Google avec sa photo, nous découvrons qu'elle appartient à un comédien et top modèle. L'escroc l'utiliserait sur au moins 4 profils différents. Après seulement une semaine de conversation, l'homme nous ouvre son cœur. Nous allons même avoir droit à une déclaration d'amour express par téléphone. Je suis très ravi de t'avoir au téléphone, ça me fait vraiment plaisir parce que là, franchement, je sais pas par quel chemin tu veux trouver mon amour sincèrement, parce que là, je sais ce que je veux là, parce que là, je suis plein de gamins, j'espère toujours avoir et trouver la bonne en même temps. Trouver le couple, ce qui fait le couple, comment je t'appelle ça, c'est la confiance. Des mots doux à l'italienne, mais sans l'accent qui chante. Avant de raccrocher, nous lui faisons une demande qui va le surprendre. Tu me dis un petit mot en italien pour me dire au revoir? Tu veux que je te parle italien? Bah écoute, il y a des mots qui m'échappent, mais bon, tu vois, un après-midi on dit buonanotte. Apparemment, les mots lui manquent. Mais il va être beaucoup plus bavard quelques jours plus tard. Ce mécanisme, Camilla Parizeau le connaît par cœur. Elle est membre d'une association de défense des victimes d'escroquerie dite à la nigériane. Selon elle, les prochaines étapes sont le harcèlement et l'isolement. On vous empêche de dormir, on vous appelle la nuit, on vous tient sur le net des heures entières, on vous envoie 20 ou 25 SMS par jour. Je trouve que c'est similaire aux victimes des sectes. Vous avez un gourou pour vous toute seule tout le temps. Et puis, il est tellement présent qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que lui, quoi. Vous n'entendez plus rien, vous ne voyez plus rien. Vous êtes complètement enfermé dans l'histoire. Désormais, effectivement, l'escroc nous sollicite 3 à 4 fois par jour. Lors d'une énième conversation, il nous demande de l'aide et nous réclame de l'argent. Nous insistons pour lui parler d'abord de vive voix. Oui, allô, chérie. Oui, Dominique. Comment tu vas? Il va alors inventer une histoire rocambolesque. Du matériel professionnel à lui est coincé aux douanes. Il a perdu ses papiers, a besoin d'argent très vite pour débloquer la situation. T'as besoin d'eux? Oui, j'ai besoin de 3500. 3500 €. Et comment tu veux que je fasse? Je demande une agence Western Union. T'es habitué à fonctionner comme ça? Oui, je t'enverrai mes coordonnées par SMS. Nous dévoilons alors notre identité et lui demandons de témoigner sur ses pratiques. Son ton perd toute sa tendresse. Pourquoi t'as choisi ce profil? Pourquoi t'as choisi cette photo, ce comédien? Comment tu sélectionnes les femmes à qui tu parles, etc. Non, écoute, sérieusement, t'es en train de me poser des questions dont je ne sais de quoi tu parles. Moi, je te trompe pas. De toute façon, si tu ne me crois pas, ça sera plus tard qu'on arrête là. Il nous raccroche au nez. Nous n'aurons plus aucune nouvelle de lui. Mais lors d'un précédent reportage en Côte d'Ivoire, nous avions rencontré un de ces fameux brouteurs. À Abidjan, Oscar nous avait reçus dans son bureau, un cybercafé où il passait 12 heures par jour pour tenter d'arnaquer des Françaises. Ce jour-là, sa victime était une Bretonne de 41 ans. Voilà, elle est en connexion là. Voilà, Jocelyne. Oscar, comme le don Juan de Christelle, ou alors notre Dominique Villepin, joue lui aussi à l'amoureux transi. Mon amour, mon cœur, ma blessure sucrée, ma raison de vivre. Elle a regardé, elle dit, mon amour, c'est bon. Des mots d'amour, dont le seul but est d'extorquer de l'argent. Oscar agit sans état d'âme. Et même lorsque Jocelyne lui apprend qu'elle est dans le besoin, il ne desserre pas son emprise. Il nous rejoue une conversation qu'il aurait eue avec elle. Je dis, mon amour, reste tranquille. Moi, je peux rester tranquille. Là, j'ai déjà dépensé une énorme somme. Tu sais, l'argent que je t'ai emmené là, c'est l'argent de ma mère. Je ne peux rien, mon amour, pas d'en faire un effort. Je t'en supplie. Elle pleure. Mais en même temps aussi, l'idée me vient en tête. Mais quoi? C'est le travail, hein.
Non, je lâche pas l'affaire. Je suis chaud, je t'adore, tu moi les autres. Reste tranquille. Donc demain tu fais l'effort de te pardonner 750 €. Jusqu'à dit, ok, y a pas de souci. Mon amour, demain je fais le transfert comme tu as dit. Ok, j'ai compris. Ok, après ça j'ai coupé. J'étais là, moi aussi, depuis dit, putain, cette femme me fait chier. Pleure trop. Mais le lendemain matin, là, elle effectue le transfert. Oscar se vante d'obtenir 2 500 € par mois, 10 fois le salaire moyen du pays. Alors tous les soirs, à la tombée de la nuit, il enfile ses plus beaux habits C'est pas affiché. pour aller dépenser l'argent volé dans les boîtes de nuit de la ville. C'est le rendez-vous des brouteurs. Ils viennent s'y pavaner avec leur liasse de billets. J'ai une belle vie à avoir un vrai nana. Un nana même que les ministres cherchent. Première position, les footballeurs. Deuxième position, vient les brouteurs. Et les footballeurs ont plus peur de nous parce que nous, on peut dépenser 10 millions en une journée. Et puis bon, ça tape. Et puis demain, on est là. Des fêtes comme celle-là, il y en aurait une dizaine chaque semaine à Abidjan. Et si ces escrocs sont rarement inquiétés, c'est parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de leurs victimes. L'escroquerie n'a pas lieu en France, les plaintes sont le plus souvent classées sans suite. Un trou juridique contre lequel se bat un justicier du net. Il se fait appeler le professeur. Il est à l'origine d'un groupe de hackers recherchés par la police. Tous les jours, il traque les brouteurs pour les dénoncer sur la toile. En fait, je suis rentré dans ce monde-là en pensant m'amuser. Et plus je creusais dans ce milieu pourri-là, et plus je me rendais compte des ramifications, des dégâts que ça provoquait. Il y a des gens qui se suicident, qui perdent leur maison, leurs enfants, juste parce qu'ils ont voulu aider. Ils croyaient qu'ils allaient aider quelqu'un sur le net, quoi. Et je me suis dit, on ne peut plus s'amuser avec ça, il faut passer à l'offensive, en fait. C'est le dernier escroc qu'on a eu. Avec sa quinzaine de pirates informatiques, ils se sont progressivement radicalisés. Désormais, il ne se contente plus de chasser les brouteurs. Lui a neutralisé toutes ses boîtes mail, ses comptes en ligne, ses comptes sur les réseaux sociaux. On a ses diplômes scolaires, on a ses informations de connexion pour son compte en banque en ligne, des choses comme ça. Ces justiciers publient même leurs trophées sur Internet. Sur cette vidéo postée il y a quelques mois, apparaît le visage du brouteur épinglé. Son nom est inscrit en toutes lettres et affublé du mot escroc. Une humiliation publique suivie d'une plainte auprès des autorités. On arrive régulièrement maintenant à trouver leur identité, leur localisation, à avoir des informations vraiment très personnelles sur eux, quoi. Et si possible, à faire monter des dossiers pour qu'à la fin, les autorités compétentes du pays de l'escroc agissent. En 5 ans, ils auraient traqué 1500 escrocs. Mais seulement 3 d'entre eux dormiraient aujourd'hui derrière les barreaux. Et l'arnaque n'est pas prête de s'arrêter. En France, 32 millions de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Autant de victimes potentielles qui ont, si ce n'est un cœur, du moins un compte à prendre.